Salut les Astrams. De retour, on va donc cette fois-ci s'intéresser à la monture de Persée qui lui servit donc à venir délivrer Andromède de Cétus. Il s'agit du cheval ailé que tout le monde connaît, enfin du moins tout le monde connaît son nom, c'est le cheval Pégase. Allez, c'est parti! Alors, voilà, Pégase. Alors, Pégase, c'est une constellation qui est très très grande. D'un point de vue surface, je ne sais pas trop si on peut parler de surface pour les constellations, mais bon, c'est la septième plus grande en superficie dans le ciel. Quand même déjà pas mal, hein, faut quand même y aller. Alors, elle se repérer facilement, j'entends. Après, si vous voulez, sans y aller par tâtonnement, c'est peut-être un petit peu plus délicat parce que malheureusement, les étoiles sont quand même pas des plus brillantes non plus. Comment faire pour la repérer? Alors pour la repérer, c'est vachement facile. Une fois, bien sûr, hein, j'entends que vous avez repéré la constellation d'Andromède. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur Andromède, les deux constellations sont accolées l'une à l'autre. Donc on remarque ici donc notre alignement quasiment parfait, voire parfait, des trois étoiles qui composent la plus grande branche du Y d'Andromède. Si on prolonge cet alignement, on va tomber pas très très loin d'une étoile dont on a déjà parlé. Alors cette étoile dont on a déjà parlé, il s'agit de Alpha Andromède. Alors, elle a une particularité, cette étoile. J'en ai vaguement parlé, mais je voulais quand même vous en reparler un petit peu plus dans cette vidéo sur Pégase. On va cliquer pour afficher son nom. Alors, Alphératz ou Syrah. En fait, elle a deux noms. Pourquoi elle a deux noms? Tout simplement parce qu'on s'aperçoit qu'elle s'appelle Alpha Andromède ou Delta Pégase. Ouais, en fait, c'est une étoile qui appartient, alors, ou qui appartenait aux deux constellations. Alors, pourquoi j'emploie le passé et le présent? Parce qu'en fait, c'est un petit peu délicat. Vous voyez là, donc le logiciel Stellarium que j'utilise me donne donc les deux noms et les deux nomenclatures, une pour Andromède, une pour la constellation de Pégase. Il s'avère que lorsque la Société astronomique mondiale a fait le découpage des constellations et des zones occupées par les constellations, donc en 1930, ils ont déterminé, et c'est maintenant acté, que l'étoile n'appartient pas à la constellation de Pégase, mais appartient à la constellation d'Andromède. Alors, voilà, donc c'est là en fait que je me retrouve un petit peu bébête, c'est que je n'ai pas la réponse à pourquoi est-ce qu'il y a encore les deux nomenclatures sur Stellarium. Bon, voilà, je vous en fais part. Moi, dans tous les bouquins que j'ai depuis que je fais de l'astro, c'est quelque chose qui est connu, qui est admis, qu'on la nomme en fonction de si on cherche dans Andromède ou si on cherche dans Pégase. Voilà. Bon, après, à vous de faire ce que vous en voulez, mais voilà, au moins vous êtes au courant. Donc, revenons à notre cheval. Alors, notre alignement de 3 étoiles est ici, on prolonge et on tombe ici.
Alors, une fois qu'on a cette étoile-là, bah, il suffit un petit peu de regarder un petit peu autour et on va voir un espèce de grand astérisme qui ressemble quasiment à un carré parfait. Quasiment. Alors, cet astérisme, c'est donc le grand carré de Pégase. Alors, vraiment point de vue représentation de la constellation, on va voilà, et on va hop, se mettre un peu comme ça, et je vais afficher. J'aime pas faire ça parce que ça charge vraiment l'écran, mais voilà, en fait, on remarque, donc cette étoile-là n'est pas considérée dans la représentation comme faisant partie de Pégase, mais les trois autres, oui, et on voit que globalement, ça symbolise l'aile du cheval. Donc avec ici la tête et là les pattes. Voilà. Donc, bah, c'était pour la petite histoire. Voilà globalement notre représentation de Pégase. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait Pégase, une fois qu'on a localisé Pégase, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir dans Pégase? L'amas de Pégase. Alors, l'amas de Pégase, voilà, c'est un amas globulaire, comme on peut le voir, qui est quand même bah, très très contrasté. Il est assez regroupé, que ça peut être pas mal de voir ça. Ensuite, alors, on va réafficher nos grilles. On a donc un autre, un autre groupe d'étoiles, un autre objet du ciel profond qui est intéressant à aller regarder. Hop, je sais jamais comment le trouver. On va chercher directement. Voilà, ici. Voilà. C'est ce qu'on appelle le quintet de Stéphane. Ou Stéphane, tout dépend comment est-ce que. Hein, voilà. Hop là, on a viré le nom, comme ça on y verra mieux. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben en fait, c'est tout simplement 5 quintet 1, 5, voilà, 5 galaxies qui, alors, me semble-t-il, par illusion d'optique, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont toutes sur le même plan en 2 dimensions, mais si on passe en 3 dimensions, elles ne sont pas dans la même profondeur. Mais par contre, il s'avère qu'elles sont toutes alignées, enfin, elles sont toutes alignées, elles sont toutes regroupées dans un champ très très réduit. C'est assez photogénique. C'est pas forcément le truc le plus facile à photographier parce que là, on est quand même sur des objets ouais, qui ont une magnitude, vous voyez, hein, de 16,24. C'est-à-dire que c'est quand même balèze, hein. Faut y aller, hein. Là, il vous faut quand même pas mal de temps de pause. Alors ça, c'est pareil, on verra plus tard les temps de pause, comment gérer tout ça. Je vous expliquerai ça avec une vidéo bien poussée. Euh, donc, c'est vrai que c'est assez beau. Le prendre en photo, c'est un peu galère, voire même très galère. Je suis même pas sûr qu'avec le matériel que j'ai, je puisse le faire. Franchement, j'essaierai pas tout de suite. Il y a peut-être d'autres choses d'abord avant de se casser les dents là-dessus. On verra ça plus tard, beaucoup plus tard. Dernier objet intéressant et connu donc, dans la constellation de Pégase. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer en photo. Pourquoi je ne peux pas vous le montrer en photo? Tout simplement parce qu'en fait, c'est un objet que ne cherchez pas à voir avec votre télescope, sauf si vous avez Hubble dans le jardin. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui possède le télescope Hubble dans son jardin, mais bon, on ne sait jamais, hein. Quelqu'un qui aurait un petit peu d'argent à perdre, enfin voilà, pourquoi pas. C'est ce qu'on appelle la croix d'Einstein. Alors, je vous mettrai une illustration donc, quand j'aurai fait le montage vidéo. Qu'est-ce que c'est? Alors, la croix d'Einstein, bah, c'est quelque chose qu'avait prédit Einstein avec sa théorie de la relativité générale. Euh, alors, on va essayer de faire les choses un peu simples pour expliquer. Euh, Prenez un objet dans le ciel qui est très très loin. Donc, je vous rappelle, je fais vraiment très général, quelque chose qui est très très loin, il est à la fois très très loin en kilomètres, mais il est aussi très très loin dans le temps.
Ça, c'est la petite notion qu'il faut connaître. La lumière voyageant à 300 000 km par seconde, à la louche, forcément, plus vous parcourez de kilomètres, plus vous remontez dans le temps. Ça paraît logique en expliquant comme ça, mais c'est mieux de le rappeler. Prenez donc un objet qui est très très loin. Par le plus grand des hasards, vous mettez un objet du ciel profond dans le même alignement que cet objet par rapport à la Terre, enfin par rapport au premier objet. Donc vous avez un objet très très loin, un autre et la Terre. Les rayons, la lumière, les photons émis depuis l'objet le plus loin vont donc forcément, vu que la lumière se propage en ligne droite, vont passer vont passer devant l'objet intercalé entre lui et la Terre. Avec la gravitation et toutes les forces qui s'exercent dans l'univers, ça va créer donc une courbure de l'espace-temps. Alors là, on peut rentrer un petit peu dans de la science-fiction, mais non, c'est bien de la science tout court. L'espace-temps existe. Il y a donc une déformation de l'espace-temps, et donc en fait les rayons vont se courber, et donc c'est pour ça qu'on voit un objet de manière démultipliée. Et l'objet de la croix d'Einstein dans la constellation de Pégase, c'est vraiment l'exemple type de ce genre de phénomène, et ça nous renseigne sur ce qui peut se trouver très très loin dans le temps, et ce que pouvait être l'univers de ses premières, de ses tout débuts, quoi. Donc voilà. Alors pour Pégase, c'est déjà pas mal. On va s'arrêter là pour notre cheval, hein, on va le laisser se reposer, hein, il a quand même couru pas mal, hein, le pauvre. Donc on s'arrête là pour tout ce qui va être mythologie qui se rapporte à Andromède et sa famille plus ou moins lointaine. Et donc, on se reverra pour d'autres constellations. On va pas tarder à aborder nos premières constellations du zodiaque, hein, donc on verra ça plus tard. Allez, enjoy les astrales.